Hey, bonjour tout le monde, ici Geneviève, je suis directrice de la bienveillance et relations publiques pour les restaurants Pacini. Aujourd'hui, au balado, nous avons reçu les fondatrices de Ça va maman. Alors, Laurie Zéphir, qui est psychologue spécialisée en santé mentale maternelle, et également Jessica Brazo, qui est animatrice et journaliste. Ensemble, elles font un duo de feu pour aider les parents à vivre leur parentalité comme ils sont, donc pas besoin d'être parfaits. Alors, je vous invite à écouter l'épisode, vous allez voir, ça apaise l'âme de tous les parents. Bonne écoute! Hey, bonjour tout le monde, ici Geneviève Nadeau, je suis directrice de la bienveillance et des relations publiques pour les restaurants Pacini et bienvenue à cet épisode de notre deuxième saison de notre balado Bonheur à volonté. Aujourd'hui, on reçoit deux femmes exceptionnelles que j'ai longuement écoutées parce qu'elles ont un balado incroyable qui s'appelle Ça va maman. J'ai lu vos livres aussi pendant mes congés de maternité, donc là, je suis comme vraiment fébrile de vous voir en vrai. On a avec nous Jessica Brazo. Allô! Bonjour! Tu es entrepreneur et cofondatrice avec Laurie de Ça va maman. Ouais. Et CVM Formation aussi, vous nous parlerez un petit peu de ce que c'est. Évidemment, animatrice, journaliste, tu prêtes ta voix aussi à plusieurs artistes. Oui. On a su ça tout à l'heure. Oui. Et toi, Laurie, tu es évidemment psychologue qui est spécialisée en santé mentale maternelle, attachement et périnatalité, mais également autrice. Il faut que je le dise, vous avez écrit des livres. Je l'ai dit, j'ai lu plusieurs de vos livres. Et maman, les deux, vous êtes maman. Oui. De jumeaux, les deux, hein? C'est ça? Ouais. C'est-tu comme ça que vous vous êtes rencontrés? Je suis curieuse. Entre autres. Moi, je parle moins de ma vie personnelle de façon générale, mais effectivement que c'est là-dessus qu'on a pu se connecter, se découvrir, puis aussi avoir l'espèce de coup de foudre. Souvent, on en parle comme ça. Ça a été la première rencontre. Jess, elle avait des questions. Moi, j'étais tout à fait ouverte à pouvoir y répondre. Puis c'est comme ça, ça nous a fait réaliser à quel point cet échange-là qu'on a, il faudrait qu'il y en ait beaucoup d'autres sur la maternité. Puis Ça va maman est née. Ouais, je voulais faire un podcast, en fait, à la base, sur comment survivre aux jumeaux. Parce que j'avais quand même trouvé ça difficile d'avoir des jumeaux. Oui. Puis je voulais avoir quelqu'un qui était en attachement, puis qui, en plus, connaissait les jumeaux. Elle avait déjà eu des jumeaux dans ses suivis cliniques et tout. Fait que c'est comme ça qu'on s'était rencontrés. Wow. Puis là, finalement, le balado, s'est transformé au balado Ça va maman, où on a parlé de maternité. Fait que j'ai parlé aussi des jumeaux à travers ça. Mais c'était toute une aventure. J'ai aimé l'arrêter. Oui, je n'en doute pas. Même si j'ai pas de jumeaux, j'ai une amie qui en a, puis on sait à quel point c'est un bon défi, on va se le dire. C'est dupliquer tout. Puis entre le moment où vous vous êtes rencontrés, puis le moment où vous avez démarré le balado, il y a combien de temps? 2 semaines? 3 semaines? Oui, mais il faut quand même dire que là, justement, nous, on s'était dit, hey, on lance ça va être le fun, et la pandémie arrive. T'sais, on s'est rencontrés en février 2019. 2020, oui. Et en mars, justement, arrive la pandémie. Et là, on voit tous les messages des mamans sur les réseaux sociaux. On se rappelle, les garderies sont fermées, les écoles sont fermées. On est en mode panique mondiale. Et là, on voyait tous ces messages-là des mamans. On se disait, il faut faire quelque chose. On le lance. Puis, je pense qu'on avait une belle innocence aussi. Oui, tant mieux. Une belle candeur. Oui, parce que c'est gros l'entrepreneuriat, mais au départ, c'était vraiment cette volonté-là d'aider les mères qui portaient tous les chapeaux, en fait. Fait qu'on a lancé le balado, mais dans nos sous-sols respectifs, pendant la sieste des enfants, me mettais dans un garde-robe. C'était vraiment comme archaïque, là, au départ. Là. Et l'écho des mamans a été direct. Rapidement, les mamans ont fait, mon Dieu, ça... Évidemment qu'on avait des sujets surtout sur la pandémie au début, mais rapidement, les mamans ont fait, ça fait du bien, ça manque, fait que ça nous a validé, je pense, dans la mission qu'on portait. Puis après ça, je veux dire, the rest is history. Oui, c'est dans le sens où tout a amené à un autre sujet, puis aujourd'hui, on en est là. Oui, parce qu'après ça, ça a pris... écoute, là, vous avez écrit des livres. Oui. Laurie, toi, je pense que tu en avais écrit aussi de ton côté, puis là, le dernier... Elle m'a embarqué. Oui. Elle m'a embarqué. Après ça, on en a écrit 2 ensemble, puis elle en avait 2 toute seule avant ça. Oui, effectivement. Donc là, c'est vraiment là que tout a commencé, finalement. Donc, est-ce que tu avais écrit des livres avant de commencer le balado? J'avais écrit 2 livres avant de commencer le balado. C'était justement en lien avec la santé mentale maternelle. Mais quand j'ai rencontré Jess, qu'est-ce qu'elle avait que moi, je n'avais pas seule? C'est toutes les questions des mamans. Tu sais, des fois, moi, il y avait des choses que je lisais sur les réseaux sociaux, puis je me disais...
J'ai jamais vu ça dans aucun de mes cours. Quand je regarde du côté de la recherche, je vois pas du tout ce concept-là. Il y a beaucoup de désinformation. Et là, j'avais Jessica qui avait une capacité à traduire les inquiétudes, les informations des fois qui sont moins bien comprises, l'incompréhension aussi des fois, pas l'incompréhension, mais la confusion entre, OK, là, j'ai lu telle affaire, j'essaie de l'appliquer, ça fonctionne pas. Donc, j'arrivais à m'appuyer sur ces questions pour expliquer à la maman un peu plus, non, attends un peu, là, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. On peut nuancer un peu plus. Fait que ce duo-là, il a été aidant pour la maman d'avoir, oui, l'avis de la psychologue, l'experte, entre guillemets, mais de faire, OK, mais du moment que tu m'as dit ça comme expert, moi, quand je l'applique dans mon quotidien, ça fonctionne pas. Puis comment je l'entends aussi. Oui. Comment ça me met de la pression peut-être ou ça me fait sentir coupable parce que je l'entends avec mes billets de maman. Je suis pas une professionnelle, tu sais. Non. Puis là, elle était comme « Ah, OK, c'est de même que tu l'entends. Ah, mais c'est pas ça pantoute. » Fait que c'était vraiment cette rencontre-là entre parents puis professionnels. Puis on va aller creuser ça. Puis je pense que tu m'avais dit à un moment donné que ça t'avait amené comme plus de nuances, même sur « Je comprends le concept, puis tu sais... » Mais tu voyais pas nécessairement à quel point nous autres, on pouvait le voir complètement de l'autre bord. Effectivement. Fait qu'on réajustait un peu. Bien, parlons de nuances, justement, parce que, bon, j'ai lu votre livre, le tout dernier. Le mythe de la mère parfaite. Merci. Je suis en train de regarder. On est bien entraînés quand même. On était synchro. Oui! Puis, moi, tu sais, ce qui m'a percuté comme maman en lisant ce livre-là, c'est, OK, attends une minute, je peux être moi, c'est-à-dire que je peux être ma propre forme de maman, genre, j'ai pas besoin d'être comme on me dit que je devrais être ou comme on me dit que je devrais pas être, je peux être moi, puis, tu sais, je peux sauter un plomb de temps en temps. Ça va pas achever mon enfant, tu sais, je vais pas le détruire, là, si y a une journée où j'ai de la misère à gérer mes émotions, par exemple. Parlez-nous de ça. J'ai le droit d'être humaine. Oui, j'ai le droit d'être humaine. On dirait que c'était la première fois que je lisais ça, qu'il n'y avait pas de forme parfaite ou idéale, finalement, d'être parent ou d'être maman. Puis ça m'a vraiment apaisée. Bien, moi, je trouve que c'est, entre autres, ce qui manque dans notre parentalité d'aujourd'hui. Tu sais, avec les réseaux sociaux, entre autres, on a tellement projeté l'image d'une bonne maman, c'est ça. Et là, ça fait en sorte que dans mon bureau, je vais entendre, je veux dire, à tous les jours, des mamans qui vont dire « Oui, mais j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci. » Puis c'est comme si nous, en psycho, on essaie de faire comme « Oui, mais t'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait ci. » Il faut regarder aussi les forces, il faut regarder tout le contexte autour, il faut être capable de faire de la place à l'unicité de la maman. Puis à travers sa maman, c'est un peu ce qu'on essaie de faire. On essaie d'amener de la place à l'authenticité. Je me rappelle, Jessica, qui, à un moment donné, on avait donné l'exemple, on le sait, les écrans, on en a beaucoup parlé, tu sais, à la limite, des fois, démonisés. Puis il y avait Jessica qui se sentait mal d'écouter un film avec ses enfants. Puis elle disait « Mais moi, j'aime ça, je vais l'écouter, je suis dedans avec les enfants. » Fait qu'il y avait comme la maman qui dit « Je me sens mal de faire écouter de la télé à mes enfants. » D'un autre côté, moi qui dis « Oui, mais t'es en train de créer du lien quand même, vous vivez un moment de plaisir, t'embarques avec eux. » Ça aussi, c'est beau. Donc, il faut nuancer ce genre de discours-là qui est amené, entre autres sur les réseaux sociaux, mais des fois, c'est les articles de journaux. En grosses lettres, voici, ça va affecter le cerveau de ton enfant. Le parent, il s'en coupable. Totalement. Tout de suite. Puis 100%. Le bon parent, justement, se dit « Je veux offrir le meilleur à mon enfant. » Donc, c'est sûr que j'arrête tout. Parfait, on va arrêter la télé, puis après ça, on a plus de chaos dans le quotidien, on a peut-être moins d'occasion de créer ce lien-là. Fait que je pense qu'il faut nuancer. Oui, bien, c'est un seul filtre, tu sais, versus en thérapie, la psy va justement te ramener tout le reste. Mais quand tu es sur moi, c'est Instagram, là, quand je suis sur Instagram, je vois ça, puis je suis comme, faut que je corresponde à ça, mais j'ai tout ça. Moi, je le sais que je suis pas de même, puis que... Fait que là, à un moment donné, il faut faire place à de la nuance. Fait que je pense que c'est ça que les mamans nous disent à travers le livre, à travers le podcast, à travers que je sens que je peux être plus nuancée, tu sais, je peux être puis exister puis être suffisamment bonne finalement. Puis revenir à quelque chose qui est plus simple, tu sais, justement, je reprends l'exemple des réseaux sociaux, tu sais, dans le temps des pommes, là, tout le monde se montre en train d'aller aux pommes. Hey, on a-tu la pression de mettre une photo avec notre famille aux pommes? Faut qu'elle soit belle, la photo, puis là, t'es toutes chicanées pour qu'elle soit cute, sa photo aussi. C'est ça, exact. Puis c'est là parce que, tu sais, à travers sa maman, j'essaie d'amener, les deux, on essaie d'amener le message de, tu sais, de juste faire l'épicerie avec ton enfant. Ça aussi, c'est correct d'être à la maison en pyjama, puis on fait des biscuits ensemble. Ça aussi, on n'est pas obligé de faire. Puis cette performance-là dans la parentalité, de mon point de vue, pas de mon point de vue, au niveau de la recherche, on le voit aussi, ça vient affecter la santé mentale des parents. Puis ça, il faut regarder à quel point on essaie tellement de dire aux parents quoi faire que c'est pas plus bénéfique pour sa santé psychologique, même si lui, il a l'impression,
j'offre le meilleur à mon enfant. T'sais. Y a-t-il de la recherche aussi qui démontre que ça pourrait avoir même un impact sur la santé mentale de l'enfant? Parce que je me dis, si moi, je vis constamment dans l'anxiété de performance, de me dire, faudrait que je fasse ça avec mes enfants, faudrait que je les inscrive à des cours, faudrait que je les, tu sais, peu importe, là, je fasse 1001 activités avec eux pour les stimuler, ben au final, mon enfant, ça peut l'affecter également. Fait que j'imagine que ça aussi, ça... Bien, effectivement, tu sais, quand on regarde du côté de tout ce qui est, la maternité intensive ou tout ce qui est l'hyperparentalité, tu sais, on va voir que ça peut amener plus de contrôle du côté du parent, mais puis ça, c'est pas quelque chose de nouveau, là, on le sait depuis... La maternité intensive, oui, c'est plus récent, mais quand on regarde d'un point de vue plus long, tout ce qui est d'avoir un parent qui va ressentir un degré élevé d'anxiété, tout ce qui est le parent qui va ressentir un niveau élevé de pression, en plus de ne pas avoir le soutien social, on va se rappeler qu'au niveau de l'entourage, c'est plus difficile aussi. Ça, on le sait depuis très longtemps que ça affecte la santé mentale du parent. Puis c'est là qu'on essaie de ramener la maman qui nous écoute à regarder tout ce contexte-là. Parfait, là, tu veux essayer de correspondre à tous ces standards-là, mais qu'est-ce que ça te demande de le faire? C'est coûteux. Puis le fait que ce soit coûteux, c'est pas plus bénéfique pour ton enfant. Puis justement, ça l'amène un climat, même au niveau du couple, par exemple. Que, si moi, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse ça pour que mon enfant soit correct, puis à côté, je peux avoir ma partenaire qui fait, écoute, on peut y aller plus au ralenti, on peut... non, t'as pas lu qu'est-ce que la psychologue, la psychoéducatrice, la nutritionniste, elle a dit. J'ai l'impression de m'entendre en tout temps. Je pense que c'est beaucoup de couples. T'es pas tout seul. Mais c'est aussi qu'on oublie, je pense, que nos enfants apprennent par modèle aussi. Juste par qui on est. Fait que si toi, tu te mets la pression d'être tout le temps parfaite pour ton enfant, tu te dis, je donne le meilleur. Mais qu'est-ce que t'induis aussi? C'est qu'il faut qu'il vive ça comme ça. Il faut qu'il soit lui aussi parfait. Puis là, quand on regarde ça de même, on est comme, mais est-ce que je veux que mon enfant se mette cette pression-là dans la vie, de pas faire d'erreur, d'être tout le temps parfait, de jamais... Mais non, c'est impossible. Puis en plus, lui, quand il va pas contrôler ses émotions, il va se sentir, je pense, encore bien plus mal. Parce qu'il est comme, mais toi, t'es tout le temps comme... Puis moi, mais... Puis moi, un moment donné, j'ai dit à ma fille, là, j'étais comme... Mais moi aussi, là, des fois, la colère... Parce qu'elle m'expliquait à quel point... Quand ça sort, c'est impossible à garder. Puis je suis comme, moi aussi, je trouve ça difficile, tu sais, des fois. Puis elle est comme, puis tu me demandes à moi de la garder. Je suis comme, t'as raison. Oui, c'est ça. T'as raison. Gère ta colère. Enlever une bûche, tout le monde, là. C'est correct. Tu l'as laissé s'exprimer. Puis moi aussi, des fois. Puis on a le droit d'être imparfait. Puis on s'excuse. Fait que là, je montre aussi à mon enfant qu'on est capable de réparer, tu sais. Fait que c'est d'y montrer la vie. Fait que de faire plus macro, tu sais, versus les petites micro-interventions qu'on fait tout le temps. C'est comme tu veux qu'il devienne quoi, ton enfant? Un citoyen du monde, mais comment tu fais, tu sais? Effectivement. Vous nous avez parlé de maternité. Tu as mentionné maternité intensive. C'est un élément que vous abordez dans votre dernier livre. Oui, je pense, à la limite, je pense que c'est quasiment l'activateur. Mais en fait, je pense qu'à la base, on voulait faire un livre sur la maternité intensive. Oui, c'est ça. Là, c'était peut-être pas assez connu. Fait que là, on l'a... Mais c'est clairement quelque chose qu'on voit beaucoup dans notre communauté aussi. Puis là, c'est quoi ça? Là, j'essaie de me donner de me mettre en tête, c'est quoi la maternité intensive? Tu sais, c'est-tu genre la maman qui s'en va manger au Pacini, justement, avec ses enfants. Puis là, c'est le mercredi. Là, je pense à... Tu sais, je me reconnais là, dans ça quand même, la maternité intensive, mais est-ce que c'est la maman qui va manger au Pacini avec ses enfants, puis là, le mercredi soir, il y a une barbe à papa gratuite, puis là, elle se dit « Non, c'est pas vrai que mon enfant va manger une grosse barbe à papa pour dessert, pas trop de sucre, puis que là, va essayer de, justement, contrôler un peu... Ça peut en faire partie, mais quand on va regarder la maternité intensive, c'est qu'on va voir, premièrement, qu'on a la vision, on a l'idéologie que c'est la mère qui doit être 100% dévouée 24/7 sur le développement de son enfant. Donc, si je reprends l'exemple que tu... Puis deuxièmement, aussi que selon la maternité intensive, on doit se baser sur les experts pour avoir une bonne parentalité. Après ça, il y a d'autres éléments. Là, on pourra en parler pendant 4 heures, mais si je reprends l'exemple que toi, tu donnes, c'est est-ce que quand on est en train de vivre un beau moment, là, on a un beau repas, hey, parfait, on m'amène la barbe à papa, puis pour moi, avoir déjà été, je sais comment est-ce qu'elle est belle et le fun. Est-ce qu'en ce moment, je suis capable d'être dans le lycée maintenant? En ce moment, on a du plaisir, tout le monde va bien. C'est pas très grave, là, si on mange plus de sucre aujourd'hui, quoi que ce soit. Si on se couche plus tard parce qu'on est allé au resto. Exactement. Versus, est-ce que là, j'entends le discours à l'intérieur de moi de, mais là, s'ils mangent trop de sucre, ils vont pas faire dodo, puis là, s'ils font pas dodo, puis là... Et à un moment donné, d'avoir surtout la vision que je suis une mauvaise mère si je donne plus de sucre. Et tantôt, il y a eu un bonbon chez mamie, puis là, je fais manger en plus de la barbe à papa. Mon Dieu, je suis tombée une mauvaise mère si je dis go, tu sais. On s'entend, c'est pas juste un événement, il y a vraiment quelque chose de façon générale, de façon répétée dans le quotidien. J'ai la vision que je suis une mauvaise mère si je déroge
de qu'est-ce qui m'est projeté dans la parentalité. Si je lui fais sauter une sieste, ça ira pas. Exact. Ouais, je comprends. C'est comme de devenir l'expert de son enfant, j'ai l'impression. Là, comme on nous met la pression de devenir l'expert. Il faut que tu saches tout, il faut que tu saches comment intervenir, il faut que tu saches... Puis là, fait que tu vas t'abreuver encore plus d'informations, puis encore plus. Mais en tout cas, pour moi, qu'est-ce que ça fait? C'est que je suis comme plus j'en sais, moins j'en sais, on dirait. Fait que là, plus j'en ai besoin. Fait que là, tu sais, c'est une roue qui tourne. Puis là, ben oui, puis ça devient... intense. Puis je pense que ça creuse aussi l'écart. Ça peut creuser l'écart dans les couples, là, de faire... Oui. Parce que de façon générale, les femmes sont celles qui vont plus consommer cette information-là. Elle est dirigée vers elle aussi. C'est comme la poule ou l'œuf, là, tu sais, dans le sens que, OK, les pères consomment peut-être moins, mais en même temps, on leur parle moins directement aussi. Fait que ça fait que la maman va beaucoup consommer d'informations, va l'amener, en tout cas, je vais parler pour moi, va l'amener avec le papa, va faire comme c'est de même que ça marche, je l'ai lu, faudrait essayer ça. L'autre, il est comme, ben moi, je veux y aller avec mon instinct, là. Puis comme, puis moi, je m'étais fait dire, comme tu changes tout le temps de façon de faire, tu sais. Puis là, j'étais comme, mais j'essaie de trouver la bonne, tu sais. Oh mon Dieu, c'est moi. Mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est... Mais tu sais, parce que Jess, elle a dit... T'essaies de devenir l'expert de ton enfant, oui, mais c'est comme si tu deviens l'expert en essayant de devenir un expert. Oui, exact. Formé, puis c'est là, parce que moi, souvent, je vais dire, nous, les professionnels, on est les experts des moyennes. C'est de façon générale, on sait qu'est-ce que la recherche va dire au niveau clinique et tout, mais c'est vrai... Pour le parent, c'est de se dire, mon expertise, là, même si je lisais pas tout ça, là, le fameux guide, il faut que je regarde qu'est-ce qui se passe dans la relation avec mon enfant. Il faut que je regarde lui, il est qui. Il faut que je me colle à qu'est-ce qu'il ressent puis qu'est-ce que moi aussi je ressens. Exact. Puis ça, cette information-là, elle a de la valeur. Tandis qu'en ce moment, c'est pas ça que beaucoup de mamans vont porter. C'est moi, ce que je ressens, ça a le moins de valeur que ce que j'ai lu dans le livre. Mais ce que tu as lu dans le livre, c'est pas nécessairement adapté à qu'est-ce que toi, tu vis dans ton contexte. Parce que quand tu essaies de le reproduire, mais que tu n'as pas regardé, toi, qu'est-ce que tu portes, mais ça marche jamais, là. Fait que là, qu'est-ce que ça fait? Ça diminue ton sentiment de compétence parentale parce que t'es comme, ben voyons, je l'ai lu, puis pourquoi je suis pas comme ça? Pourquoi je suis pas plus patiente? Pourquoi je suis en colère? Ben OK, on va aller regarder qu'est-ce qui... Tu sais, dans notre conférence sur le Mom Rage, c'est ça, on va aller regarder ce qui se cache en dessous de la colère. Pourquoi? Il y a une raison. Arrête de te sentir... Quand tu fais juste te sentir mal d'être en colère puis que tu restes là, en se disant, moi, je faisais ça, là. Je me couchais le soir, puis j'étais comme, demain, je vais être meilleure. Demain, là, je vais être plus patiente. Mais les déclencheurs sont pareils. Mais tant que je les ai pas regardés, ben, ils repopent. Fait que je refais la même chose. Fait que là, c'est un cercle vicieux. Fait qu'il faut vraiment comme regarder ce que toi, tu portes, puis toi, ce que tu portes, c'est aussi ton histoire familiale. C'est aussi, tu sais, fait qu'on arrive avec tout ce bagage-là dans la maternité, tu sais, qu'il faut prendre en considération aussi dans l'éducation de nos enfants. Fait que tu veux bien faire comme le livre, mais t'as pas reçu la même chose ou t'as pas, tu sais, tu l'interprètes pas de la même façon. Tu m'amènes sur une autre question que je m'étais posée parce que, tu sais, je vois beaucoup de tendances là, sur les réseaux sociaux, puis il y a plein d'amis mamans qui m'envoient ça, là, de la génération Y. Donc, nous, fort probablement... Moi, je ne sais plus dans quelle génération on est. On est-tu des milléniaux? On est des Grecs. Des Grecs? Oui. On voit ça souvent, là, des reels là, qui parlent de parents de la génération Y qui doivent se traiter eux-mêmes tu l'as vu passer, là? Oui. Tout en élevant des enfants. Tu sais, fait que... faut comme se régler, nous. Oui, c'est ça. C'est comme, faut apprendre à se réguler, apprendre à faire quelque chose qu'on n'a pas appris à faire quand nous étions enfants, puis il faut l'apprendre en plus à nos enfants. Fait que nous, il faut qu'on apprenne, puis nos enfants, il faut qu'on leur apprenne. T'as vu ça passer? J'ai vu ça passer, puis je pense qu'encore une fois, ça demande la nuance. T'sais, déjà, moi, je porte pas du tout la vision que les parents d'avant, oui, ont fait des erreurs, ils s'étaient têtés par la culture et tout, mais c'est pas vrai que la majorité de la population est scrappée à cause des générations d'avant. Moi, c'est sûr que ma formation clinique, c'est au niveau de la théorie de l'attachement. Puis la théorie de l'attachement, là, ça fait des décennies. Là, on est quand même bien... C'est pas nouveau du tout. Puis ce qu'on voit, c'est que la majorité de la population a développé un attachement sécurisant envers son parent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'au-delà des approches parentales, au-delà de la culture, au-delà des générations, il y a quelque chose qui se passe dans le lien parent-enfant qui fait en sorte que c'est assez bon pour que l'enfant développe un attachement sécurisant. Fait que oui, il y avait peut-être des parents qui étaient plus autoritaires avant. Oui, c'est vrai que c'est peut-être plus sévère, mais ça ne change pas que dans les dynamiques, quand c'était suffisamment bien fait, malgré tout, l'enfant, il y a ce qu'il vaut au niveau relationnel et émotionnel. L'autre chose, c'est, je trouve, la fausse vision qu'on a que des émotions, ça devrait être négatif, ça devrait être facile à vivre. Donc oui, parfait, là, on n'a pas appris à bien... Je sais pas ce que ça veut dire, on n'a pas appris à bien réguler ses émotions versus... Ça veut dire qu'on les laisse
s'exprimer fortement, mettons. Ben, mais en même temps, nos émotions négatives, elles sont difficiles à vivre. Puis c'est supposé d'être difficile à vivre pour toute la vie. Fait qu'on a cette vision-là de comme, OK, là, je vais essayer de donner tout à mon enfant pour que lui, il les vive bien. C'est là que je vais, attends une minute, là. Comment tu veux bien vivre la colère, de la peine? Exact. La colère, de la tristesse, ça vient comme ça. Puis en fonction de notre tempérament, en fonction de notre personnalité, de notre contexte, ça va s'exprimer de différentes façons. Mais ce biais-là qu'on a, que si je donne tout à mon enfant comme outil, là, lui, il va comme être zen quand il va vivre. Tu sais, je fais comme, attends une minute. Mais je pense qu'on veut pas faire vivre les conséquences de nos émotions. Tu sais, mettons que je suis en colère par rapport à une situation, puis qu'il n'y a pas rapport avec mon enfant, je veux comme pas le pitcher sur lui. Alors qu'avant, peut-être qu'on avait la perception que, justement, vu que c'était moins bien géré, ben on pouvait, les enfants, être comme plus victimes de... Mais c'est là... je trouve ça super intéressant. Est-ce qu'on a 4 heures? Mais, parce que c'est là où est-ce que même les parents d'avant, quand je disais qu'il y a quelque chose qui se passe dans la relation, quand je vois que mon enfant, il a de la peine, là, parce que, justement, j'ai perdu patience, je vais le voir dans ses yeux, je me laisse un peu toucher par ça. Il y a personne qui apprend ça. C'est je me laisse toucher par qu'est-ce qui se passe dans le lien là. Fait que les parents d'avant étaient aussi capables de faire, là, j'ai peut-être exagéré. Mais oui. Fait que après ça, comment est-ce qu'ils réparaient et tout, c'est contextuel à la famille, mais ils étaient quand même capables de voir, là, j'ai peut-être été un petit peu trop loin. Fait que ça transcende-tu? Excuse-moi, Geneviève, je suis comme ça avec mes questions. Non, moi, plus vous parlez, moins j'ai à parler, c'est parfait. Mais est-ce que c'est plus... Parce que je me dis, la psycho, c'est tout le temps ta perception face à ce que tu vis, tu sais? C'est intéressant. Dans le sens que, mettons que ton parent est autoritaire, puis dans une génération des années 80, où c'est la normalité que ton parent soit autoritaire puis que tu n'aies pas de place comme enfant, mais tu te dis, c'est normal, tu sais. Puis même, on peut aller dans les années 50 où la fessée, tu sais. Bon, c'est normal que je reçoive une claque parce que j'ai pas agi comme il faut. Aujourd'hui, on sait, puis nos enfants savent que c'est plus l'autoritarisme, puis c'est plus le... Fait que si, mettons, tu as un parent autoritaire, aujourd'hui, c'est sûr que l'enfant va... norme. Ben, puis l'enfant va l'interpréter comme c'est pas correct, là, parce que je le vois que c'est pas ça. Dans la société, c'est pas de même qu'on fonctionne. Mais c'est là où est-ce que la psychologie, oui, c'est nos perceptions, c'est nos caractéristiques individuelles, mais c'est toujours selon le contexte. Puis c'est là où est-ce qu'il y a des choses que pour nous, dans notre société occidentale, qui sont normales, mais que ce même comportement-là, ailleurs, est interprété. Exactement. Puis c'est là qu'on doit regarder l'adéquation entre l'individu dans cette société-là. Puis là, ça donne la perspective. Effectivement, qu'avant, plus les parents étaient autoritaires, c'était comme, hey, c'est un bon parent, il a chicané son enfant quand il est revenu de l'école et tout. Puis ceux qui le faisaient pas, c'était comme ben trop permissif, écoute, c'est pas des bons parents et tout ça. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Est-ce qu'on veut avoir un parent qui échange avec... Puis c'est vrai que la recherche a aidé à venir. On n'a pas besoin d'être si autoritaire que ça. Mais ça veut pas nécessairement dire que les enfants d'avant étaient... brimés, non considérés, puis qu'ils avaient des parents qui étaient tous un peu mauvais parce qu'ils étaient plus autoritaires. Ouais, j'avais l'impression que cette fameuse, ce commentaire-là qui vient des internautes, des gens qui font des vidéos là-dessus, parlait beaucoup du fait, par exemple, quand un enfant pleure, à l'époque, c'était comme « Hey, arrête de pleurer, là, c'est assez, là, arrête de pleurer ». Même encore aujourd'hui, là, on l'entend des fois. Puis qu'aujourd'hui, on est plus dans une approche où, ben non, c'est correct de pleurer, là. Fait que j'avais l'impression qu'il y avait un peu de ça aussi, là. Puis des fois, ça peut même alimenter la crise. Ça, c'est tough, là, c'est je trouve, ça. Là, parce que tu peux aussi alimenter la désorganisation de ton enfant en étant trop... Comme, oui, t'as toute la place pour exprimer cette émotion-là. Mais faut mettre une limite à un moment donné. Une limite. Puis c'est là la partie où est-ce qu'au final, ce qu'on cherche, c'est un équilibre. Oui, c'est vrai qu'il faut permettre aux enfants de pouvoir exprimer leurs émotions. Je reprends l'exemple que tu disais tantôt. Le parent qui a toujours dit à son enfant... Arrête de pleurer, arrête de pleurer, arrête de pleurer. Il y avait beaucoup de parents de d'autres générations d'avant qui savaient, à certains moments, je vais dire arrête de pleurer, puis à d'autres moments, je me colle à ce que mon enfant est en train de vivre là. Hey, comment tu... Ben, il disait peut-être pas comment tu te sens, mais c'était, on va faire de la place au fait qu'il y a de la peine. Oui. Hein? Mais je pense qu'il y a encore un petit travail à faire par rapport aux garçons. Ah, je trouve que pour les garçons, on leur permet encore moins de ça, pleurer. Puis moi, tu sais, par rapport à la séparation, à un moment donné, mon fils, il vivait une grosse émotion parce que je devais quitter le terrain de baseball, mettons, parce que c'est pas ma garde. Puis on lui dit comme, arrête de pleurer. Puis je suis comme, hey, là, il a le droit de pleurer, de un, puis il a le droit de vivre cette affaire-là. Sa mère s'en va, il y a 5 ans, tu sais, je veux dire, on peut-tu laisser les garçons avoir... Oui. Moi, quand on me fait soit un grand garçon, je suis comme, oh,
Ça vient me chercher. Non, c'est ça, il y a encore des stéréotypes dans la société. Ouais. Mais mettons que ton garçon avait eu la même réaction parce qu'il n'y a pas eu, genre, un troisième bon. C'est là que le parent, il doit aussi être un cadre. Puis c'est là où est-ce qu'on veut chercher un équilibre entre le parent est un cadre, mais arrive aussi à offrir du réconfort et de la chaleur. C'est ça qu'on veut être capable de trouver l'équilibre entre les deux. Intéressant. Il y a certaines personnes, honnêtement, que c'est ce manque de cadre-là qui fait en sorte que des fois, c'est difficile. Puis là, dès que je ressens un peu une émotion, je me sens menacée, c'est envahissant. C'est pas plus aidant, là. C'est pas plus une bonne régulation des émotions. C'est ça. Quand on est que dans... Dès que je ressens une émotion, ça prend toute la place. Moi, là, si j'ai un médecin le matin, là, que dès qu'il ressent une émotion, mettons qu'il fait une chirurgie ouverte, là, j'ai comment on dit ça? À cœur ouvert. Merci. Moi, les expressions, c'est pas fort. Puis je veux qu'il se coupe de ses émotions. Je veux dire, je veux qu'il soit capable de les... C'est vrai. Fait que c'est pour ça que dans la vie, il y a des moments, il va en fonction de notre tempérament, notre personnalité, mais il y a des moments où est-ce que la meilleure chose à faire en ce moment, c'est de contenir un peu. Puis à d'autres moments, je suis capable de choisir le fait de faire à cette personne-là, ce contexte-là, je peux faire de la place à mes émotions. C'est pas un ou l'autre, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Dans le fond, c'est d'être avec la logique. C'est tellement intéressant parce que oui, on pense pas à ça. Tu sais, souvent, on pense sur le moment, là, notre enfant pleure, puis... On vit la situation, mais on pense pas aux répercussions à long terme de ce que ça a comme effet de peut-être trop laisser aller dans l'émotion, tu sais. Oui. Je trouve ça vraiment intéressant parce que là, je veux pas trop prendre la place, mais c'est certain que... C'est ton podcast, Geneviève. Ben non, c'est le balado de Pacini. Mais merci de m'offrir cette tribune. Tu sais, moi, j'ai toujours été une enfant là, extrêmement théâtrale là, dans ma manière d'exprimer mes émotions, puis je vois que c'est un trait que j'ai transmis à mon enfant, tu sais, sans que nécessairement elle me voie être théâtrale dans mes émotions, parce que je veux dire, avec le temps, je me suis calmée un peu quand même, quoique, mais je vois que c'est vraiment un trait qu'elle a, puis tu sais, je veux dire, dès sa plus tendre enfance, c'était comme ça pouvait prendre 1h15, là, se calmer d'une graphine sur un genou, puis là, je me disais, tabarouette, ça n'a pas de sens, tu sais. Fait que là, je sais même plus où ce que je m'en allais avec tout ça, mais c'est bien le cadre de comme faire à un moment donné, tu sais. C'est ça, là, avec le temps, en la voyant faire, je me disais, bon, ben là, je pense qu'il va falloir que je lui dise que là, c'est assez. Oui. Parce que ça n'a pas de sens. Je te réconforte, t'as eu peur, mais après ça saigne pas, il n'y a pas rien, on va survivre. C'est ça, exactement. Mais je pense que c'est là la partie de on s'ajuste. Nos enfants viennent avec un tempérament qui leur sont propres aussi. Là, puis c'est là où est-ce que, c'est là que c'est intéressant dans une fratrie ou même dans les dynamiques où est-ce qu'il y a des jumeaux jumelles, ils ont le même contexte. Ils ont la même génétique, mais au niveau du tempérament, il y a une petite différence qui fait en sorte qu'avec lui, ben honnêtement, j'ai dit « vas-y, pleure ». Puis à l'autre, c'est comme « OK, on va essayer de venir recadrer un petit peu ». Il faut que le parent accepte de s'ajuster au lieu d'avoir des idées préconçues. Puis en ce moment, sur les réseaux sociaux, c'est « Ah, voici la bonne façon de faire ». Mais quand j'essaie de l'appliquer avec mon enfant, c'est tellement pas ajusté qu'on n'a pas les mêmes apprentissages. Puis c'est là, je trouve que ça fait de la place à la beauté de l'humain. On n'a pas tous les mêmes apprentissages, on n'a pas tous le même bagage, on n'a pas tous le même tempérament. Il faut qu'on se questionne. Mon enfant a besoin d'apprendre quoi? Moi, j'ai besoin d'apprendre quoi? Au lieu de regarder qu'est-ce que les autres me disent que je devrais apprendre. Oui. Puis juste ça, là, c'était bien compliqué. Là. Dans le sens que quand tu ajustes à chacun des enfants, moi j'en ai 3, là, quand tu essaies d'ajuster juste ça, c'est un travail en soi, là, de faire comme, OK, toi, t'es de même, fait que je vais ajuster. Toi, t'es de même, fait que... Puis là, eux autres, mais lui, tu fais pas de même. Tu sais, juste ça, c'est quand même... On est comme un chef d'orchestre. Exactement. Pour s'adapter au tempérament de chacun. Oui. Puis dans notre parentalité, moi, je me dis tout le temps, là, comme tu dis, just good enough mom, là. Oui. Juste assez. Oui. Puis effectivement, quand les enfants sont tellement différents, je vous ai parlé de celle qui était théâtrale, j'ai l'autre qui, elle, peut se fâcher, puis là, ben moi, je vais lui mettre une limite parce que je sais qu'elle, il faut que je lui mette une limite là, rapidement, sinon ça explose. Puis là, elle va me dire, ben maman, quand tu me parles comme ça me fait de la peine. Bon, maudite affaire. Oui, mais c'est quand même beau qu'elle soit capable de te le dire. Je pense que c'est là où est-ce que les parents vont focuser sur « mon enfant me dit ça », mais mon enfant se sent assez en sécurité dans la relation pour se dire « je peux aller vers elle pour lui dire ça », puis il n'y aura pas comme une punition d'avoir dit au contraire. Fait que c'est là où est-ce que notre focus il est ailleurs. Moi, j'entends ça, puis je fais comme...
Ben parfait, là, c'est beau. Ouais, c'est ça. La mère, elle va se sentir coupable, toi, t'es comme, mais l'enfant, on est content. C'est bon. C'est ça. C'était pas mon réflexe, là. C'est moi, mon réflexe, c'est de me dire, bon, maudit, je me sens mal, j'avais peut-être pas dû aller là. Ouais, j'avoue, mais elle l'a pas gardé dans elle. Elle l'a dit. Oh non, elle garde pas grand-chose. Mais c'est correct, c'est deux mondes différents. Je vous ai parlé ben, on en a parlé, là, le Just Good Enough Mom. Moi, ma psy m'a toujours dit ça, là, juste on une mère, ta psy juste... pour Oui, ça. moi aussi, je l'aime beaucoup. Là, oui. Parlez-nous un petit peu de ce concept-là, justement, parce que je pense c'est quand même quelque chose qui est... Pas assez connu, pourtant, full longtemps que c'est connu. Ah ouais, vraiment beaucoup. Genre dans les années 60? Oui, exact. Ah oui? Oui. Okay. Ça fait longtemps. C'est Winnicott, Donald Winnicott, qui était un pédiatre américain et psychanalyste. Fait que c'est un concept qui date, mais qu'on utilise encore beaucoup. La mère suffisamment bonne. Grosso modo, qu'est-ce que Winnicott, il disait? C'est la mère, elle peut pas avoir trop de carences. Puis pour lui, trop de carences, on pourrait le résumer par quand il y a de la négligence ou de la maltraitance. Là, parce que ça, c'est pas au service du développement de l'enfant. Par contre, la mère ne peut pas être parfaite non plus, parce que l'enfant, c'est à travers les manques, c'est à travers les erreurs, qu'elles soient intentionnelles ou non. Puis ça, c'est vraiment dans sa vision de... Qu'elle soit intentionnelle ou non, c'est aussi là-dedans qu'il apprend. C'est là qu'il apprend aussi à s'autonomiser. C'est justement parce que je veux jouer, ma mère fait un repas, il y a un manque dans l'environnement, c'est-à-dire elle n'est pas disponible. C'est ça qui m'amène à mobiliser à l'intérieur de moi pour me dire, j'allais chercher mon ballon puis je vais jouer tout seul. Mais il y a un apprentissage qui se fait là quand même. Ouais. Si j'ai une mère qui est toujours omniprésente, omnipotente, moi, je me permets pas d'aller retrouver ces ressources à l'intérieur de moi, voir qu'est-ce que ça me fait ressentir, me mobiliser pour... j'aime pas contrôler son environnement, mais me mobiliser pour être capable de voir que j'ai une influence sur mon environnement. Je suis pas obligée de juste rester dans l'ennui parce qu'elle est pas disponible. Je sais que je peux aller chercher des choses pour diminuer mon ennui. Puis Winnicott amenait vraiment la notion du dévouement. On veut un parent qui est dévoué envers le développement de son enfant. Fait que moi, c'est là où est-ce que souvent je fais comme... J'entends une maman qui s'en veut tellement de pas avoir été assez ci, pas avoir été assez là, j'ai pas fait le 15 minutes de lecture, j'ai pas... Mais c'est une maman qui est dévouée. Fait que là, on n'est pas dans un cadre où est-ce qu'on doit sensibiliser le parent à être dévoué. Au contraire, vous avez ça, c'est là, done deal. Le reste, il y a peut-être des choses qu'on veut changer, qu'on veut adapter, mais pas dans une perspective que tu es en train de scraper ton enfant. Ouais, ça, il faut s'enlever ça. C'est au contraire qu'il va aller chercher... Tu sais, il est capable de répondre à ses besoins. Puis c'est un peu ça qu'on veut pour quand il est un peu plus grand. Est-ce que tu veux qu'il trouve un seul partenaire puis que ce partenaire-là réponde à tous ses besoins tout le temps? On dirait que c'est quasiment dangereux, là. C'est comme, au contraire, aie des amis, tu sais, sois comme plein de ressources, autant à l'intérieur de toi qu'autour de toi. Mais si on t'a montré qu'il y a une personne qui répond tout le temps à tout, bien là, je sais pas à quel point c'est... C'est ça, c'est que la mère, elle est le reflet du monde et de la vie. Tu sais, évidemment, on parlait beaucoup de la mère, tu sais, psychanalyse et tout, mais c'est comme un peu dans cet environnement-là familial qui est suffisamment bon. Il y a de la force, il y a des apprentissages, c'est ce qui est bénéfique pour le développement de l'enfant. Puis en ce moment, on n'est pas du tout dans le suffisamment bon. On est dans, hey, on veut donner... Moi, j'avais déjà entendu un parent qui m'avait dit, moi, je veux donner les meilleures chances à mon enfant, mais pour ce parent-là, les meilleures chances, c'était, on veut donner tout le temps. Bien, parfait, on va l'inscrire au soccer ou à la danse, à ci, à ça, mais pendant ce temps-là, on a un parent qui s'épuise. Oui, mais c'est pas plus bénéfique, là. Puis après ça, on se demande pourquoi l'enfant vit de l'anxiété à genre 15 ans, tu sais, dans l'anxiété de performance. Mais t'es comme, ben oui, mais il est supposé réussir tout le temps dans tout. Il n'a pas développé ses capacités à rebondir, là, tu sais. Mais non, effectivement. Fait que c'est comme un peu ça, le concept de la mère suffisamment bonne. Puis nous, à travers Sava Maman, on essaie de le ramener le plus possible pour dire à la maman, oui, c'est vrai, on n'est pas en train de te dire conforte-toi dans tous les défauts. Dans ce que tu as fait, dans ton erreur. Là. Non, c'est ça, c'est plus de, est-ce qu'on peut au moins avoir la perspective de ne pas te donner l'impression que tout ce que tu fais, c'est mauvais pour ton enfant parce que tu n'as pas été assez ci, tu n'as pas été assez ça, puis que ça, ce discours-là interne, ça, c'est un piège. Puis ça, c'est un ennemi qui est beaucoup plus, c'est quoi, pernicieux? Pernicieux, persistant même. Que le fait de ne pas avoir à ce moment-là fait le 15 minutes de lecture avec ton enfant, ou le fait d'avoir dit à ton enfant « Hey, j'ai pas le goût de jouer au ballon aujourd'hui. » C'est ça, ce discours interne, il fait encore plus de dommages sur la santé psychologique du parent et donc peut avoir une influence négative sur le lien parent-enfant. Effectivement. C'est tellement... mon Dieu, je pense qu'on pourrait parler des heures et des heures. Tu sais, je pense à aussi toutes les personnes influentes qui entourent l'enfant, que ce soit dans l'enfance, la petite enfance, l'éducatrice, après ça, les enseignants. Les grands-parents, les grands-parents, exactement. Tu sais,
c'est de voir justement comment chaque intervenant aussi influence l'enfant aussi dans sa... Puis des fois, on essaie de contrôler ça aussi. Là. Ben oui. Moi, la première, là, de faire comme « Hey, je veux que ça se passe pareil chez grand-maman, grand-papa que chez maman et papa. » Puis là, tu te dis... C'est de contrôler pour qu'ils vivent tout le temps la même affaire, pour vivre le moins de crise possible, pour vivre... Fait que, comme de vivre dans un monde un peu aseptisé, là, cet enfant-là vit tout le temps la même chose, il n'est jamais confronté à différent, il n'est jamais confronté à une façon... Puis je comprends, en tant que maman, là, tu les aimes tellement, tu veux pas là, que le grand-parent, mettons, qui, je sais pas, moi, ou l'éducatrice qui est plus autoritaire que toi, tu sais, puis là, t'es comme « Ben là, mon enfant... » Oui, mais il va apprendre que dans la vie, il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça, il y a des gens comme ça. Ah, OK, comment j'agis avec les différentes personnes au lieu d'imposer ta propre réalité au monde? Parce qu'après ça, quand tu es adulte ou même... c'est dur, là. Ça marchera pas, là, imposer ta propre réalité à tout le monde. Non, c'est ça. Mais je pense qu'il y a des parents qui sont peut-être pas nécessairement prêts d'être confrontés à ça. Puis, simple expérience, mais tu sais, j'ai l'impression que dans la petite enfance, le 2 à 5 ans, tu sais, dans les garderies, on est vraiment plus proche des éducatrices, on se parle, on se raconte la journée. Mais quand l'enfant arrive à l'école, après ça, c'est fini. C'est terminé. Tu n'as aucune nouvelle de ce qui se passe. Puis, tu sais, c'est ça, faut se préparer un peu à ça aussi. Là. Moi, ça a été un gros lâcher-prise, l'entrée à l'école, parce que je me disais, bon, je peux pas contrôler le fait que la professeure de maternelle, finalement, change 3 fois durant l'année. Tu sais, ça, c'est comme, oh mon Dieu, des changements, des bouleversements. Moi qui voulais donc épargner mon enfant. Fait que, tu sais, je pense que ça aussi, en tant que parent, il faut, à un moment donné, arriver à lâcher prise. Ça, c'est un message aussi qu'il faut transmettre. Là. Mais vraiment, puis c'est là où est-ce que... Parce que c'est pas vrai qu'on n'a pas de nouvelles de l'école. C'est qu'on n'a pas de nouvelles de l'école quand ça va pas bien. Quand ça va bien, plutôt. C'est ça. Exact. Mais là, des fois, ça va pas bien, mais ils ont quand même confiance en leur capacité de... Exact. La prof est comme, ben oui, c'est de même, là, mais comme si ça devient trop problématique, là, je vais t'en parler, mais sinon, laisse-moi gérer ma classe. Oui, puis il faut quand même se rappeler que le rôle du parent, c'est pas que l'enfant soit dépendant de moi. C'est que l'enfant apprenne à explorer, s'individuer dans sa propre vie. Puis c'est là que l'école est comme un apprentissage à la hauteur de ce qu'ils sont capables de faire. C'est-à-dire que, OK, il y a d'autres personnes qui ont mon bien-être à cœur, le professeur, le directeur, la madame du service de garde ou monsieur du service de garde, peu importe. Je reviens quand même à la maison le soir. Fait que quand il y a le pont de communication qui est là, je peux en parler avec mon parent et tout. Mais moi, ça me permet d'explorer des choses, de vivre des expériences ici sans être toujours dans la... Mon parent, il est pas loin quand même. Mais c'est là où est-ce qu'on voit la portée que ça a pour eux. C'est que toi, tu es capable d'affronter les défis. Toi, tu es capable de vivre les stresseurs dans le quotidien sans que je sois toujours là pour venir te rassurer. Puis la réassurance, c'est pas quelque chose qui est toujours bénéfique. Des fois, il y a des parents qui veulent justement, là, « Hey, tout de suite, je veux pas que tu vives cette émotion. » Non, nos enfants ont besoin d'être confrontés à un juste niveau, à l'échec, au rejet, au fait de pas être choisi. Puis c'est dur. Mais c'est le juste niveau qu'on sait plus non plus. On perd la notion de c'est quoi un juste niveau, tu sais. On le sait plus, là. On est comme, je veux juste pas que mon enfant vive ça. Fait que c'est quoi un juste niveau? Puis des fois, mais tout vient avec le temps, je trouve. Comme, mettons, moi, en tant que mère, là, je trouvais ça bien difficile. Puis j'étais bien... Peut-être que c'est à cause qu'on fait ça va maman depuis 6 ans tous les jours. Fait qu'à un moment donné, comme, ça rentre. Mais à mesure... Tu sais, la première chicane, mettons, que ma fille a vécue avec ses amis, puis là, elle se fait rejeter. Tu sais, les gangs de filles, là, comme des fois, ça peut... Hey, je suis prête à appeler tous tes parents, là, quasiment. Là. Mais après, je suis comme, tout s'est réglé. Oui, c'est ça. En 24 ans, OK, fait que la prochaine, je suis comme, ben non, mais... Puis là, j'essaie de l'outiller quand même. Aussi, là, on apprend aussi, c'est ça. Mais c'est là que, tu sais, c'est qu'on n'a pas de juste milieu, encore une fois, parce qu'on s'adapte à l'enfant. Il y a des enfants, j'ai une chicane avec mes amis, demain, c'est réglé. Puis il y a d'autres enfants, j'ai une chicane avec mes amis. Puis, écoute, je commence à remarquer que, oui, il y a de la tristesse dans le quotidien. Mon enfant, il mange moins. On dirait qu'il dort moins bien. On dirait qu'il a moins le goût de sortir de la maison. Nos enfants nous parlent quand même à travers leur verbal et aussi leur non-verbal de « Hey, là, il y a quelque chose qui est plus grand. » Le fait d'avoir perdu cette amitié-là, ça semble t'affecter un peu plus versus l'autre qu'on va demander « Puis, comment ça s'est passé avec tes amis? De quoi? » C'est comme si ça n'a pas le même effet. Fait que ces réponses-là, il faut les chercher là et non pas à l'extérieur. L'extérieur peut nous aider à nous inspirer, à réfléchir, mais pas comme un calque à faire. Ça, c'est là où est-ce que je trouve que c'est une erreur. Puis après ça, c'est quand même... Ça reste difficile quand nos enfants vivent des affaires. Mais puis on veut les sauver. Puis tu sais, moi,
c'est niaiseux. Mais il y a un petit gars, j'habite près d'un parc, tu sais, puis il y a un petit gars, une école secondaire pas loin, puis il dîne tout le temps tout seul sur le banc de parc. Ça me fend tellement le cœur. Je suis comme, mon Dieu, je voudrais aller le sauver. C'est même pas mon enfant. Fait qu'imagine comment je veux sauver les miens de comme... Tu sais, puis parce que je pense qu'on fait beaucoup de reflets avec ce qu'on a vécu. Fait que ça nous rapporte aussi à comme le jour où, à l'école secondaire, j'ai dîné tout seul à la cafétéria, comment je me sentais, tu sais. Fait qu'on veut comme les sauver de s'être sentis comme nous, on s'est sentis. Mais c'est sûr que, tu sais, moi, je suis toujours biaisée par le fait que je suis psychologue. Tu sais, nous, en psycho, on va parler de saine distance. Quand il y a quelqu'un qui vient dans mon bureau, je sens sa tristesse, sa détresse, sa souffrance, mais je crée ou je prends soin d'une saine distance. Je suis touchée par ce que tu vis, mais je peux pas me laisser envahir par ça. Parce que le moment que je me fais envahir... Dans la parentalité aussi? Ben, je pense que d'avoir une saine distance dans la parentalité, genre, là, je reprends l'exemple du petit garçon que tu as vu, là. Hey, j'ai de la peine pour lui. Peut-être qu'à un moment donné, je passe à côté puis j'ai dit « Hey, salut », peut-être. Mais en même temps, il faut que lui, il ressente ce rejet-là pour faire... Est-ce que, dans mon tempérament, je me permets d'aller voir des personnes? Est-ce que je me permets d'aller voir l'adulte? Est-ce que j'en parle à mes parents? Si on les empêche de ressentir ça, on leur empêche de vivre une expérience humaine qui, au final, peut aussi m'apprendre des choses. C'est plate, c'est dur, on n'aime pas ça. Le but, c'est pas d'être sadomaso puis juste vouloir rester dans la souffrance. Non. Mais c'est certainement de voir que là-dedans aussi, il y a des apprentissages qui sont pas instantanés. Donc, des fois... Puis c'est là où est-ce que... Je reprends l'exemple de ton garçon que tu as vu qui mangeait tout seul. La journée qu'à un moment donné, tu vois qu'il s'est fait un ami... Je vais tellement être contente! Pense-moi aller leur porter un lunch! On va célébrer votre amitié! Mais en même temps, c'est peut-être ça qui fait en sorte... Hey, je suis tannée d'être tout seul, je suis tannée de m'ennuyer. Puis les adultes autour ont le rôle quand même d'éviter que ça aille trop loin. Si on voit justement que, écoute, ce grand garçon-là, il est dépressif, ben là, c'est sûr que là, le parent ou l'adulte dans le système scolaire intervient. Mais peut-être que lui, il n'a pas le goût, justement, en ce moment, d'avoir d'autres amis. Pour X, Y raison. Bien là-dedans pour le moment. Fait que la saine distance nous aide à pouvoir faire, OK, là, moi, je ressens ça, puis là, je pense que lui, il ressent ça, puis là, je devrais essayer, mais c'est désaccordé avec peut-être son besoin, son désir, qu'est-ce qu'il a à vivre comme expérience. Mais je sais que c'est tough. Je dis ça, mais je sais que c'est tough. Mais après, on se rapporte dans notre vie, puis je pense que les moments où j'ai le plus grandi, c'est quand je suis sortie de ma zone de confort. C'est pas quand je reste seulement dans ma zone de confort. Fait que, je me dis, bon, mais mes enfants aussi, ça va être ça. Puis je peux pas être leur zone de confort. Je vais les aider à ça. Puis même maintenant, je change mon focus. Je suis comme, je vais t'aider à sortir de ta zone de confort. Comme, mettons, quand ils vont au camp de jour, là, moi, c'était au début, là, oh my God, c'était, je ne veux pas aller au camp de jour, je ne connais personne, il n'y en est pas question. J'étais comme... Ben parfait, j'aimerais ça que tu me ramènes le nom de 3 personnes ce soir. Fait qu'elle avait... ma fille, elle est allée chercher... Aujourd'hui, là, partout où elle va, elle est comme... Tu sais, après plusieurs années, moi, je pensais vraiment... Puis je pense que c'est ça, il faut se laisser de la place à l'évolution aussi, parce que je pensais que quand je voyais mon enfant de même, je suis comme, bon, ça y est, elle de même. Mais... a tellement grandi, évolué, puis j'ai juste essayé de faire... Je sais que c'est inconfortable pour toi, je sais que ça te tente pas d'aller parler à personne, mais c'est un petit défi que je te lance. C'est pas grave si tu le respectes pas, mais comme là, le soir, puis tu l'as-tu fait? Non, pas encore. OK, peut-être demain. Puis à la fin de la semaine, elle l'avait fait, tu sais. Fait que c'était comme de sortir de sa coquille. Des fois, on les sous-estime, puis on pense qu'ils vont réagir d'une telle façon, puis moi, ça me ferait les camps de jour. Tu parles de ça parce que moi, j'ai jamais... Toute ma vie, dans ma jeunesse, je n'ai jamais été dans un camp de jour. Je me faisais garder par mes grands-parents, puis là, le moment où je devais inscrire ma fille dans un camp de jour, là, je me disais « Ouf, elle va trouver ça dur. Oh mon Dieu, elle va-tu pas... » Puis là, maintenant, je me donne le petit défi de me dire « Ben regarde, elle, là, tu vas lui donner les outils, tu sais. » Fait que je me sors moi-même de ma zone de confort, puis finalement, elle adore ça. Elle a hâte d'y retourner. Puis là, je me dis, ben, je pensais jamais, tu sais, parce que moi, je me mettais dans sa peau, mais moi, je suis pas elle, puis elle est pas moi. Exact. Ça, c'est vraiment intéressant, tu sais, de souvent, on a l'impression que notre enfant, c'est le prolongement de nous-mêmes, mais finalement, non, ce sont des personnes à part entière qui vont grandir à leur façon, fait que c'est ça qui... Vraiment. Mais en même temps, de voir que ce sont des personnes à part entière, c'est ça qui fait en sorte que on va garder nos projections un peu pour nous autres en disant, on va voir, puis on s'ajuste. Puis des fois, je pense que certains parents qui ont l'impression que de prendre une décision, c'est pour le reste de la vie. Je reprends l'exemple pour toi. Je l'inscris au camp de jour, je vais voir comment ça se passe.
On va laisser quelques jours. Bon, parfait, après 3 jours, même pas, peut-être après la première journée, ça va bien. Mais si après 1 semaine, 2 semaines, mon enfant, je peux m'ajuster, on peut faire gaffe pour nous autres. Peut-être qu'on va trouver autre chose, d'avoir la flexibilité. Comme parents, c'est là que c'est utile pour affronter les défis de la vie. Si j'ai l'impression que tout ce que je fais... Moi, je me rappelle la première fois là, que j'ai déposé mon premier enfant, c'est le lendemain. Le lendemain, c'est la garderie. Et là, j'ai l'impression que je ne survivrai pas à mon premier bébé. D'autres, tu sais... Ils vont pleurer toute la journée. Ça lira pas, ils vont pas... Puis le fait que mon partenaire me dise « Hey, au pire, on l'enlèvera de la garderie. » C'était pas tant une option, honnêtement. mais juste le fait de l'entendre, ça fait en sorte que, OK, parfait, on peut être flexible. Exact. Versus le parent qui est un peu campé dans ses rigidités, ça va se passer comme ça. Puis c'est sûr, ça va se passer comme ça. Puis là, le niveau d'anxiété, des fois, il est là en plus. Fait que je teste pas avec l'environnement, mais la réalité, c'est que la vie, on la contrôle pas, on la sait pas. Il faut des fois être capable, dans la parentalité, de s'offrir la possibilité de changer nos décisions puis de s'ajuster. Puis après ça, dans la nuance de, ça se peut que ce soit pas parfait le camp de jour, là, puis que t'as pas d'autre solution, puis que c'est juste comme, tu sais, parce que si tu le connais, ton enfant, fait que s'il est pas persévérant dans rien, mettons, puis il arrête tout dès qu'il est inconfortable, ben c'est pas de l'aider, là, de dire je vais te sortir de là dès que ça te tente pas, là, c'est comme un peu, essaie de, fait que c'est de trouver le juste milieu dans tout ça, là, qui est pas facile, là. Exact. Mais tu sais, mettons, je reprends l'exemple du camp de jour. Parfait, peut-être que mon enfant, il aime pas ça, mais en même temps, il a l'air à déjà me parler plus de qu'est-ce qui se passe au camp de jour. Tu sais, des fois, quand tu parlais d'évolution, c'est là où est-ce que des fois, on n'est peut-être pas rendu au stade où est-ce que je pensais qu'il serait, mais il y a quand même une petite évolution. Mais juste là, il m'en parle pas avec tristesse. Il y a peut-être pas d'entrain, mais il y a pas de tristesse. C'est quand même une petite évolution. Effectivement. Ça me fait penser dans le sport, mettons. Puis moi, je disais à mon enfant... Bon, là, on t'inscrit là-dedans. T'as pas le choix de faire la saison. Même si ça te tente pas, même si... L'année prochaine, au pire. Mais je vais pas t'enlever après une game. Puis ma fille... drette comme un piquet au centre, là. Elle rentre dans aucun jeu, elle suit rien pantoute, elle est comme je ne veux pas. Mais à la fin de la saison, mais on l'a pas réinscrit l'année d'après. C'est ça. Ben oui, c'est ça. Mais c'est ça, fallait qu'elle passe à travers de cette expérience. Exact. Moi, j'essayais de donner de la persévérance, comme fait qu'on va faire cette saison-ci, on s'est inscrit, on s'est engagé là-dedans, on le fait. Après ça, on choisira autrement. Puis je reviens à, c'est là qu'on s'adapte à l'enfant qu'on a. Si mon enfant, je le sais qu'il se sent tellement pas bon, le niveau d'anxiété est tellement élevé, écoute, il se sent, tu sais, ça affecte son estime personnelle. C'est là, comme parent, on va s'ajuster à, OK, c'est-tu comme, je reprends l'exemple parce que je la connais quand même, là, la fille, elle a quand même un beau tempérament, puis tu sais, fait que c'est là parce que je sais que ma fille, elle est capable d'assumer le fait qu'en ce moment, peut-être que c'est pas son activité préférée, mais je sais que ça l'affectera pas son estime personnelle. Versus mon enfant, où est-ce que c'est peut-être un trop gros défi pour lui en ce moment. On va peut-être trouver autre chose. On veut quand même qu'il apprenne, peut-être dans un autre contexte. Puis, il faut faire confiance à ce qu'on connaît de nos enfants. Ça fait une différence. C'est ça. Oui, 100%, j'adore ce que tu dis. Avant qu'on poursuive, parce que vers la fin, j'ai des petites questions à la Pacini. Ah! Mais avant de parler de ça, quand je faisais mes recherches pour l'entrevue d'aujourd'hui, je me suis mis à penser aux mamans, aux papas qui ont des horaires atypiques parce que, bon, tu sais, dans nos milieux de la restauration, les serveurs, ça finit tard. Tu sais, même moi, dans mon travail, parfois, tu sais, j'ai des soupers, fait que là, je suis pas là, faut que je parte à Toronto, fait que je suis pas là 3 jours. Puis ça, tu sais, je pense que, moi, personnellement, je vis ça très difficilement. Puis je suis certaine que plein d'autres parents qui ont des horaires atypiques, qui travaillent dans la restauration aussi, c'est pas toujours facile, là, parce que, bon, ton enfant, tu le vois peut-être pas nécessairement avant le dodo. Puis là, ça peut faire... moi, tu sais, mes filles, « quand est-ce que tu reviens? Ah, mais là, où tu vas? À quelle heure tu reviens? Tu vas être là pour le dodo? » Puis là, je me dis, « mon Dieu, je me sens coupable! » La culpabilité, hein? Exactement. Je me sens coupable parce que j'ai l'impression qu'il faut que je sois tout le temps là, parce que je donne pas assez suffisamment ou parce que moi aussi, je veux être là. Il y a comme plusieurs couches en dessous de ça. Oui, c'est ça. Puis, mais tu sais, je pense que toutes les personnes, on veut aussi se réaliser comme employés, bref. Alors, j'aimerais ça que je sais pas, que vous nous parliez un petit peu de ça. Moi, l'exemple que j'ai quand tu me poses cette question-là, je fais de la thérapie de groupe, moi, pour les mamans, beaucoup. Puis, je trouve que c'est aidant pour les mamans d'avoir des perspectives différentes. Je reprends l'exemple de toi. C'est qu'il y avait une maman qui me disait exactement ça. Moi, je me sens mal parce que j'ai des horaires atypiques. Mon souvenir, elle était dans le système de la santé, fait que je travaille de soir, je travaille la fin de semaine, tu sais. Puis je me sens mal de manquer des choses comme ça. Puis il y avait une autre maman qui, elle, ses parents avaient eu des horaires atypiques quand elle était jeune. Puis elle dit,
nous, j'ai grandi avec le fait que je savais que mes parents, ils étaient pas là les samedis, dimanches, mais les grands-parents, ils étaient là. Fait qu'elle dit, moi, j'ai pas gardé de mauvais souvenirs de ça. C'était notre réalité. Intéressant. Fait que c'est là parce que des fois, le parent peut avoir la culpabilité de, je vois que je donne pas qu'est-ce que les autres donnent, mettons. Mm-hmm. Mais pour les autres, c'était notre réalité, c'était ça. Puis on a appris à faire avec. Puis on n'était pas nécessairement brimés là-dedans. Elle est là, la force du réseau. Ça, c'est quelque chose on amène beaucoup à Ça va maman, c'est de s'entourer, d'avoir un entourage, de sentir parfait. Peut-être que je suis pas là avec mon enfant pour la game de baseball, mais je sais que papi puis mamie, par exemple, ou que la tante, ou tu sais, le voisin, à la limite, va avoir à cœur le bien-être de mon enfant. Ça a aussi c'est aussi un facteur de protection pour nos enfants. Au lieu de juste voir le manque, de regarder aussi qu'est-ce qu'on est capable de venir offrir le pour répondre. réseau qui est autour de lui. Ça, c'est ça fait vraiment une différence. intéressant. Qui vit pendant ce temps-là. Je pense qu'on se sent très coupable aussi par l'expression de leurs émotions. Oui, c'est ça. Toi, c'est quand tu travailles, mais moi, je veux dire, j'allais prendre une marche le soir, là, puis mes enfants, à leur âge qu'ils avaient, ils étaient tous dans la fenêtre en train de pleurer, puis je reviens dans 45 minutes, on se calme, tu sais. Oui. Fait que ça me fait sentir coupable, mais une fois que je suis partie, là, puis... Ou quand tu fais garder ton enfant, une fois que t'es parti, ça va, là, il est correct, ton enfant, il est pas là en train de... Toi, tu pars avec cette perception-là parce que t'as vu cette réaction-là qui t'a mis mal. Ben oui. Mais tu sais, moi, ma soeur, elle est professeure de danse, mettons, dans une école, puis elle disait, laissez vos enfants, puis sacrez votre camp. Parce que là, quand vous êtes là, ils restent dans cette émotion-là, puis ils restent dans dans le plat, puis il s'embarque pas dans sa danse parce que son parent, il est là. Il est là, ouais, fait qu'il exprime. À un moment donné, le parent s'en va, puis ça va beaucoup mieux, là. Puis là, ils ont du fun, Fait que c'est ce qui va retenir aussi après l'enfant, c'est que nous, on va retenir la réaction, mais eux vont retenir aussi l'expérience que nous, on n'a pas assisté, tu sais. Puis je trouve que c'est là que ça amène une double vision, c'est-à-dire tous les humains ont besoin d'apprendre à s'exposer puis tolérer un certain niveau d'émotions négatives. Fait que je reprends l'exemple de moi comme parent, peut-être que je me sens coupable de partir, mais il faut que j'apprenne à tolérer un certain niveau de culpabilité. D'accord, je le ressens puis c'est bien, là, on en a besoin, tout le monde ressent de la culpabilité, mais il faut que c'est pas parce que je ressens de la culpabilité, il faut pas que je le fasse. C'est pas parce que je ressens de la culpabilité que je me dis je m'en vais pas faire ma marche, justement parce que j'ai peut-être besoin de ma marche pour être capable de mieux revenir dans la parentalité puis me rendre disponible. Ben oui. Comme pour le travail, ça me nourrit, fait que j'ai besoin de ça, mais nos enfants, de voir aussi qu'ils ont besoin d'apprendre à se reconstruire de ces émotions-là. Ouais. Hey, ça m'a fait de la peine là, de voir mon parent s'en aller, tout ça, je m'ennuie de lui. Mais en même temps, c'est vrai que quand je fais de la danse, ça me permet de pouvoir moins y penser. Ben, je vois que maman, papa est parti, puis je vais aller en parler à mamie puis papi, je vais aller, tu sais, de voir qu'on apprend à se reconstruire au lieu d'éviter de ressentir cette émotion. Il y a des affaires que tu peux pas éviter, puis c'est ça, ça me fait penser à la séparation. Comme que, tu sais, moi, je suis séparée du papa de mes enfants, puis un peu comme le travail atypique, c'est je leur oblige ça. Ma décision fait qu'ils sont tristes d'avoir 2 maisons, d'avoir 2 lits, qu'ils se sentent inconfortables. Puis j'étais comme, je peux pas changer cette situation. Mais non, c'est ça. Fait que qu'est-ce que je fais pour aménager cette situation-là, tu sais? Fait que c'était... Puis ma fille, elle me le dit encore plusieurs années plus tard, là, comme, j'aimerais ça que vous soyez encore ensemble. Puis je suis comme, je peux pas te donner ça, mais tu peux pleurer, puis je vais te prendre dans... Pleure autant que tu veux. Puis là, elle pleure. Puis maintenant, elle arrête. Puis c'est comme, elle se reconstruit de ça. Puis là, mettons, je donne un chandail à mes garçons qui sent mon parfum. Puis ils sont comme, OK. Fait que j'essaie de... Tu sais, est-ce que ça me fait sentir coupable? Oui. Est-ce que je peux changer la situation? Non. Exact. Qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est là que pour moi, elle est là la différence entre... J'aurais pas la même intervention si j'ai un parent qui a la vision que, ben moi, quand je pars, mon enfant il a de la peine, puis je m'en fous. Tu sais, puis je suis insensible. C'est là où est-ce que j'entends quand même dans les situations que vous partagez, j'entends des mères qui sont dévouées quand même. Parfait, je sais que mon enfant il a de la peine, fait que je vais laisser un chandail. Je sais que mon enfant il a de la peine quand je pars en voyage, ben je fais un Zoom ou je l'appelle le soir. Fait que je continue de garder une préoccupation par rapport au fait que je le sais que tu as de la peine. Ça veut pas dire qu'il faut que je fasse quelque chose pour arrêter ta peine, mais je peux certainement garder cette bienveillance-là, justement, envers mon enfant par rapport à ce qu'il vit. C'est tough. Je vais t'accompagner là-dedans, mais ça veut pas dire qu'il faut que je t'empêche de le vivre. Oh, c'est tellement intéressant. Oui, c'est ça, fait du bien. C'est comme ma petite thérapie du jour, là. Est-ce que c'est là qu'on amène le repas de Pacini? Oui, c'est ça. Non, mais c'est là qu'on va s'ouvrir l'appétit parce je vais vous poser des petites questions. On va amener ça un petit peu d'humour là, à travers nos sujets quand même sérieux. Là, c'est important d'en parler. De société, ça fait partie de nos vies. Ouais. Mais manger aussi, ça fait partie de nos vies. C'est un sujet de société. Effectivement. Et c'est un moment de plaisir qu'on aime partager aussi en famille. Oui. Fait que ça fait du sens, tout ça, qu'on se parle de ça. Bon, ma question. Le bar à pain. Oui, mon Dieu, ben oui. Bon, là, j'aimerais ça savoir si vous étiez un pain
Quel type de pain seriez-vous? Moi, pain blanc. Un pain Genre, blanc? j'aime ça bien complet, bien goûteux, savoureux. Mais pain blanc, c'est pas de même. Ça serait multicéréales, me semble. Non, multicéréales, les petites graines, puis tout ça. Mais c'est pas que j'en mange pas dans mon quotidien. Je mange du pain blé entier et tout ça. Mais quand je m'en vais chez Pacini, je veux vivre l'expérience complète. Là. Ouais. Amène-moi tous les glucides possibles. Ouais, vraiment. Mais le beurre à pain, c'est tellement bon. Mais moi, ça serait la miche, là. Tu sais, avec la petite farine sur le... Oui, ça, c'est ce bon. pain-là. Il faut qu'il soit épais, là. Oui, un Puis pain beurré épais. des 2 barres. Ah oui? Ben oui, on beurre des 2 barres. C'était ça la prochaine? C'était ça la prochaine question. À chaque fois, les Oui. gens me répondent pour moi. Fait que oui, des deux côtés. Des 2 barres, ben Moi, oui. je fais un. Ah ouais? Mais la dernière fois, quand on avait été, justement, je me rappelle que T'avais tu m'avais fait un peu 2. jugé. Oui, puis tu m'avais un peu jugé parce que j'avais fait un Mais c'est parce côté. que je veux qu'il soit comme beau des 2 barres, bien grillé. Le voir même style de... Exact. Oui, effectivement. Moi, c'est mes petits doigts. On moi dirait que je aussi. comprends moins le concept d'avoir les petits doigts gras, mettons. Faut que tu prennes la pince, Laurie. La pince. Non, mais quand tu le manges après. Après, Ouais. tu t'essuies. Non, non. Je vis On a avec. des petites napkins. Oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes plus pâte ou pizza, mesdames? Ah, c'est tellement... On va prendre le duo. Ouais, moi aussi, je suis. Les deux, hein? Ça dépend. Moi, souvent, quand je veux savoir qu'est-ce que je mange, je fais comme. Tu sais, il faut que je fais comme un. Tu valides Ouais. C'est vocal. Très dans Mais- l'ici et maintenant de comme. C'est quoi le petit goût dans ma bouche en ce moment? Puis là, ça me guide un peu. Ouais, Ah, sinon, intéressant. ça va être plus pâte, je pense. Mais moi, j'ai des Ouais. racines italiennes. Là. Fait que quand je Ah vais chez oui. Pacini, je me sens comme dans mon élément. Là, Ah tu sais. oui, c'est vrai. OK. Puis ça va être plus pâte. C'est quoi je ton pense. plat de pâte préféré chez Pacini? T'en as-tu un? Oh my God. La dernière fois, t'as pris quoi, Carbonara. mettons? Ah oui, carbonara, hein? Ouais, OK. Avec ouais. le jaune d'œuf dessus que tu mélanges. Ouais, j'aime bien ça. Avec Ah. du parmesan. C'est puis- c'est parmi nos plus populaires. Ah oui, hein? Oui, oui. Un classique. Un classique. Sinon, est-ce que vous êtes plus... Ben, en fait, chez Pacini, on a le petit dolci, donc la verrine qui est comme 3 petites bouchées sucrées, parfait pour combler l'envie. Et sinon, on a le fameux tiramisu fait à la table, là, Viva Pantone, qui est un fabricant québécois. Nous, dans le fond, on prend le panettone de cette entreprise-là, on rajoute du mascarpone, du Oh café. my God, j'ai faim. Oui, c'est Ouais. ça. Mais là, c'est un bon dessert très gourmand à partager, mais ou pas, là, selon ce que vous souhaitez. Fait qu'est-ce que vous êtes plus gros? gros. Ah, C'est Ah sûr, oui. je prends le gros. Ben, ouais, oui, moi je suis tellement aussi, je dessert. suis quand même assez très dessert. J'aurais Ouais. pris... mais parce que je connais un peu les verrines et tout, il y a quand même une diversité de saveurs là-dedans. Fait qu'encore une fois, je pense que ça dépend. Parce que, tu sais, tiramisu, c'est très café, maintenant. Oui. Fait qu'il Hey, faut avoir T'en avais envie. pas, hein? Ouais. Comme je vois, On a le Pantone, mais Ouais. pour le menu été, on a tout le temps tiramisu, fraises et pistaches. Oh! Fait que là, au lieu d'être café, c'est un coulis de fraises avec des fraises fraîches locales, puis des pistaches. Et ça peut être ça aussi. Oui. Moi aussi, j'ai faim quand on parle de ça. Ouais, Ça c'est nous ça. ouvre l'appétit. C'est dur. Mais la verrine, je la trouve parfaite pour les enfants. Je suis comme, tu sais, c'est comme Ouais. vraiment... Oui, c'est vrai, Yann. Ben, nous autres, ils veulent la barbe à papa, là. Ouais. Ah oui, c'est sûr, le mercredi, c'est la barbe à papa. Ouais, j'avoue. tu peux Ou pas les passer. deux. Ou les deux. Ça va être les deux. Mais j'espère que tu vas te sentir coupable après. C'est beaucoup Malheureusement. trop de- Voyons. Moi, je leur vole. Hey, merci d'avoir été avec nous. Hey, merci. C'était un J'attendais. plaisir, vraiment. On espère se recroiser Oui. sur d'autres chemins. Et puis, ben, j'invite les gens là, à vous écouter le balado Ça va maman, qui est disponible sur toutes les plateformes, je crois. Oui. Et vos livres, le dernier, Le mythe de la mère parfaite, qui est excellent. Je vous le suggère Merci. fortement. Merci de m'avoir invité. Merci encore.